Je m'appelle Chantal, et ce jour-là, dans mon cœur, les cloches de l'église de Saint-Félix n'ont pas sonné la joie, mais le glas d'une époque. J'avais 62 ans, une vie entière passée à façonner les meilleurs cabernets francs de la vallée de la Loire, et j'étais assise, droite et digne, au premier rang pour assister au mariage de mon unique fils, Marc. Il était là, devant l'autel, dans un costume que j'avais payé, regardant Sophie, sa nouvelle épouse, avec un amour que je savais aveugle. Le soleil de septembre filtrait à travers les vitraux de l'église nantaise, mais je sentais un froid glacial. Ce froid n'était pas dû à l'air, mais au poids du secret que je portais. Un secret de famille qui valait 20 millions d'euros et qui allait, je le savais, sauver ou détruire mon fils. Mon époux, Jacques, mort il y a à peine un an, avait bâti ce que nous appelions non pas un bien, mais un royaume, le domaine de la gloire. Un prestigieux domaine viticole de 50 hectares, un patrimoine de sols rares et de vignes centenaires. Et légalement, par une clause testamentaire que seul mon notaire connaissait, j'étais la seule et unique pleine propriétaire. Marc l'ignorait, Sophie l'ignorait, et j'avais fait le choix de me taire. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais c'était l'héritage de sagesse de Jacques. Il m'avait prévenu. Chantal, tu ne peux pas donner un trésor à celui qui ne sait pas ce que c'est qu'une terre. Sophie, dans sa robe de créateur parisien, rayonnait d'une beauté prédatrice. Elle souriait aux caméras, aux invités, mais ses yeux ne quittaient jamais le paysage au loin. Je savais ce qu'elle voyait. Pas la beauté des vignes qui allaient bientôt passer au repos hivernal, mais le potentiel, le prix au mètre carré. Elle ne voyait pas le fruit d'un labeur de 40 ans. Elle voyait une opportunité immobilière. Lors de la réception, organisée sur la terrasse du château du domaine, je n'étais pas traitée comme la matriarche. J'étais une relique. Sophie m'avait assigné une table au fond, près des cuisines, loin des investisseurs qu'elle avait invités. « Ah, Chantal, on espère que vous n'êtes pas trop fatiguée », m'a-t-elle lancé, son sourire glacial contrastant avec la chaleur du champagne millésimé. « Maintenant que Marc et moi allons gérer, vous pourrez enfin vous reposer. Peut-être à Nantes, dans un petit appartement, plus près des commodités, n'est-ce pas ?» Son ton était déjà celui d'une propriétaire, d'une régente qui me reléguait. Marc, mon fils, celui que j'avais bercé et éduqué dans le respect de la terre, était incapable d'intervenir. Il était faible, prisonnier de son amour et de son ambition mal placée. Le soir même, alors que les derniers invités partaient et que je rangeais mes affaires pour m'installer dans la petite chambre d'amis, car ma propre chambre avait déjà été réquisitionnée pour les témoins de Sophie, je me suis retrouvée seule dans le chai, l'endroit où je me sentais le plus proche de Jacques. L'odeur de chêne et de vin fermenté était mon refuge. J'ai senti l'urgence. La mise en scène du mariage n'était que le prélude. Sous la dentelle et le luxe se cachaient des contrats. Je n'avais plus le temps d'attendre que Marc ouvre les yeux. Si je ne révélais pas ma main tout de suite, le domaine, le rêve de Jacques, la sueur de notre vie, serait bientôt recouvert de béton. J'ai touché la médaille de Saint-Vincent, le saint patron des vignerons, que je portais toujours. J'avais caché la propriété légale pour protéger le domaine de la cupidité. Mais si je continuais de me taire, j'allais le perdre définitivement. J'avais en main la loi, le testament et la justice de Jacques. Il était temps de révéler la vérité, même si cela devait briser le cœur de mon fils. Comment la réaction de Sophie va-t-elle se manifester, sachant que la terre valant des millions lui file entre les doigts?
La suite sera une confrontation légale et émotionnelle brutale dès la semaine prochaine. Le lundi suivant, à peine les confettis du mariage balayés, l'ambiance au domaine de la gloire était électrique. Je prenais mon café dans la cuisine, l'odeur du mou de raisin étant étrangement réconfortante. Soudain, la porte s'est ouverte sans même un coup frappé. Devant moi se tenait Marc, l'air mal à l'aise, et Sophie, vêtue d'un tailleur d'affaires impeccable, ses yeux perçants balayant la pièce comme pour en évaluer le potentiel de rénovation. Derrière eux se tenait Maître Dupré, le notaire du cabinet de Sophie à Paris, un homme froid et sans émotion. C'était une mise en scène, un acte prémédité. Pas une visite de courtoisie post-mariage, mais une opération d'acquisition agressive. « Bonjour, Chantal », a commencé Sophie, sans la moindre chaleur. « Nous sommes venus mettre de l'ordre dans la situation du domaine. » Marc a timidement ajouté « Maman, c'est juste, c'est plus simple pour tout le monde si l'on clarifie les choses. » Clairement, le clarifier signifiait m'écarter. Maître Dupré a déplié une pile de documents sur ma table en bois, celle-là même où Jacques et moi signons nos étiquettes de vin. Il a commencé à lire, d'une voix monocorde, des clauses juridiques. Étant donné que le défunt, Monsieur Jacques Dubois, n'avait pas spécifié par écrit l'attribution de l'habitation principale, et compte tenu des besoins logistiques des nouveaux propriétaires, la suggestion est faite de transférer Madame Chantal Dubois dans la résidence du gardien. Je me suis retenue de rire. La résidence du gardien! Une petite maisonnette glaciale sans chauffage moderne, à l'autre bout du domaine. L'endroit où l'on stockait les outils rouillés. C'est pour votre bien, maman, a murmuré Marc. La maison principale est trop grande, trop isolée pour votre âge. Sophie a pensé que vous seriez plus en sécurité. Sophie l'a interrompue, impatiente de passer aux choses sérieuses. Elle a sorti une chemise cartonnée contenant des plans d'architecte brillants. Notre accord avec le groupe Apex Golf International est en phase finale, Chantal, a-t-elle déclaré, le triomphe dans la voix. Le terroir de la Loire est idéal pour un parcours de golf exclusif. Ces terrains, surtout la parcelle A, valent de l'or pour le développement. Nous vous offrons, par pure gentillesse, la somme de 100 000 € pour vous reloger à Nantes. Elle poussait un chèque et un formulaire de renonciation devant moi. 100 000 €. Le prix d'une parcelle minime de mes vignes. Elle essayait d'acheter mon silence et ma dignité avec une aumône. C'était une insulte non seulement à mon amour de mère, mais à toute ma vie de vigneronne. Le moment de la confrontation était arrivé, le moment d'utiliser l'arme que Jacques m'avait laissée. J'ai repoussé le chèque d'un doigt, le faisant glisser sur le sol en terre cuite. « Maître Dupré », ai-je dit, ma voix calme, mais avec la résonance du tonnerre dans la pièce. Marc est bien le propriétaire de la nue propriété, la propriété du bien, sans le droit de l'utiliser ou d'en tirer les fruits. Je ne le nie pas. Le visage de Marc s'est éclairci d'un soulagement prématuré. Sophie a souri, pensant que j'acceptais ma défaite. Cependant, ai-je poursuivi, regardant fixement Maître Dupré, Jacques n'a pas seulement laissé à Marc la nue propriété, il m'a laissé à moi, Chantal Dubois, le droit d'usufruit sur l'ensemble du domaine pour le restant de ma vie. Et vous savez très bien ce que cela signifie dans le Code civil français. Le notaire, pour la première fois, a montré un signe d'inquiétude. Et pour que Marc et sa consultante comprennent bien, ai-je ajouté, me levant et marchant lentement autour de la table. Le usufruit.
usufruit. Le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir tous les fruits, y compris les revenus du vin, me donne pleine et entière jouissance. De ce domaine, je peux y vivre où je veux. Et surtout, Marc ne peut ni vendre, ni hypothéquer, ni changer la destination agricole du domaine, sans mon consentement. Jamais. Le silence était assourdissant. Le visage de Sophie a viré au blanc, puis au rouge brique. Son plan d'éviction s'était effondré contre un article du Code civil français. Le jeu venait de changer. C'était l'heure de la bataille. Le silence qui a suivi ma déclaration fut plus perçant que n'importe quel cri. Sophie, la stratège habituellement glaciale, a perdu tout contrôle. Son visage, si parfaitement composé quelques minutes auparavant, se tordait de rage. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» a-t-elle craché, s'adressant non pas à moi, mais au notaire. « Maître Dupré, vous saviez cela? Comment se fait-il que Marc, le nu propriétaire, n'ait jamais été informé de l'existence d'un usufruit aussi restrictif ?» Maître Dupré, visiblement mal à l'aise, a répondu d'une voix sourde. « Le testament de Monsieur Jacques était parfaitement légal, madame. L'information sur l'usufruit a été consignée au registre des hypothèques de Nantes en bonne et due forme. Le devoir de diligence incombait à votre propre cabinet pour vérifier l'étendue des droits de madame Chantal. Le notaire de Sophie venait de confirmer la légalité de ma position, lui coupant l'herbe sous le pied. « Marc !» a hurlé Sophie, se tournant vers mon fils. « Tu as dépensé une fortune en avocat pour vérifier la succession. Comment as-tu pu te faire avoir par un vieux morceau de papier ?» Mon regard s'est fixé sur Marc. Il était pâle, non pas de rage comme Sophie, mais de honte et de faiblesse. Il évitait mon regard, préférant fixer le motif usé du carrelage. « Je pensais que c'était une formalité, maman, » a-t-il bégayé. Les avocats avaient dit que le gros était à moi, que l'usufruit était juste un droit de passage pour toi. Je ne savais pas que... Tu ne savais pas? L'ai-je interrompu, ma voix vibrante d'une déception amère. Tu ne savais pas, Marc, que ce que ton père et moi avons bâti, ce n'est pas le gros. C'est la terre. Ce sont les vignes qui nous nourrissent. Ce sont les bouteilles que les clients du monde entier paient à prix d'or. Et tu étais prêt à tout raser pour faire place à des greens de golf et des villas en béton. J'ai saisi les plans d'architecte que Sophie avait laissés sur la table. C'était une vision cauchemardesque. Le plan montrait la parcelle du Grand Cru, de Jacques, où se trouvait la plus vieille vigne du domaine, marquée d'une croix rouge. Zone de fondation hôtel, démolition immédiate des cultures. « Regarde ça, Marc, » ai-je dit, lui tendant la feuille. Ces plans représentent la destruction de l'œuvre de ton père. Sophie voit un prix. Elle voit un profit rapide pour les investisseurs d'Apex Golf. Elle ne voit pas la valeur monge de ce sol, ce terroir, que nous avons mis 4 décennies à apprivoiser. Sophie a ricané. La valeur, c'est de la sentimentalité. Le marché est clair, Chantal. 20 millions maintenant, ou 5 millions par an à faire du vin dans la boue. Vous avez bloqué la vente, mais vous n'avez pas d'argent pour moderniser les cuves. Vous nous condamnez tous les deux à la médiocrité. J'ai ignoré Sophie. Mon combat n'était pas contre elle, mais pour l'âme de mon fils. Marc avait choisi la facilité, la promesse d'une richesse immédiate sans effort, trahissant ainsi l'héritage d'un travail acharné. Mon cœur de mère saignait, mais le vigneron en moi se réveillait. Jacques et moi avions prévu cette faiblesse. Maintenant que la vente était bloquée, il était temps de révéler la deuxième partie du plan.
Le plan qui allait forcer Marc à se confronter à la seule chose qu'il n'avait jamais eue, le labeur. Le piège de Jacques était double. Non seulement j'avais l'usufruit, mais le testament contenait une clause secrète qui allait changer la vie de Marc et la sienne. Après l'éclat de colère de Sophie et la fuite embarrassée de Marc, le silence est revenu au domaine. Je me suis retrouvée seule dans le bureau de Jacques. L'endroit sentait toujours le cuir usé, le vieux papier et un soupçon de chêne. J'ai repensé au jour du mariage, à ma décision de me taire. J'avais agi comme Jacques me l'aurait demandé. Mon mari n'était pas seulement un vigneron exceptionnel, c'était un homme d'une sagesse rare, capable de lire l'âme de son fils mieux que moi. Il savait que Marc n'avait pas de colonne vertébrale, comme il disait, et que seule une épreuve de force pouvait le sauver de lui-même et des prédateurs comme Sophie. Je me suis dirigée vers l'étagère à livres, non pas vers les ouvrages sur l'œnologie, mais vers une vieille édition reliée en cuir du Code civil français. Je l'ai prise. Elle était plus lourde que la normale. En la soulevant, j'ai senti un déséquilibre subtil. Jacques n'aimait pas les cachettes complexes. J'ai appuyé sur un petit bouton dissimulé sous la couverture. Un clic sourd s'est fait entendre, et une cavité secrète est apparue derrière l'étagère. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule enveloppe jaunie, scellée d'un cachet de cire portant les initiales du cabinet de son propre notaire, Maître Leroux. J'ai senti mes mains trembler en ouvrant l'enveloppe. Ce n'était pas l'acte d'usufruit que j'avais déjà utilisé pour bloquer la vente, mais une annexe au testament, rédigée 6 mois avant sa mort. Elle était datée et signée. J'ai commencé à lire. Les mots de Jacques étaient clairs, méthodiques et empreints d'une mélancolie profonde. À ma chère Chantal, si tu lis ceci, c'est que Marc a déjà fait le choix de la facilité et de la paresse. Il ne voit dans cette terre qu'une source de revenus sans effort. Tu as l'usufruit, ma Chantal, pour te protéger et pour protéger notre œuvre. Mais il faut maintenant protéger Marc de lui-même. C'est le plus grand défi de notre héritage. J'ai donc ajouté cette clause, rédigée sous la forme d'une fiducie conditionnelle. Fiducie conditionnelle. Trust conditionnel, souvent utilisé pour l'héritage agricole en France pour garantir la pérennité, qui prend effet au moment où tu décides qu'il a franchi la ligne rouge, par exemple, en tentant de vendre ou de te faire partir. J'ai senti les larmes monter. Il avait pensé à tout. Il avait anticipé la bassesse de son propre fils et avait utilisé la complexité du droit français pour ériger une barrière de protection. La clause suivante était le coup de maître de Jacques. C'était la condition qui allait tout changer. Si Marc démontre son incapacité à honorer le travail de la vigne, la pleine propriété, l'usufruit et la nue propriété sera transférée à une fondation de bienfaisance. Sauf si il accepte un délai probatoire de 10 ans. Durant cette décennie, il doit travailler au domaine, sous ta direction exclusive. Il doit apprendre l'art de la taille, la gestion des stocks, la comptabilité agricole. Il doit prouver qu'il peut maintenir les livres en positif et, surtout, qu'il valorise le sol plus que le prix de vente. Ce n'est qu'après 10 ans de service intègre et prouvé, et avec ton consentement écrit, que la pleine propriété lui sera définitivement transmise. S'il échoue, tout sera légué à la Fondation du patrimoine pour que la terre reste française et agricole. 10 ans. C'était un temps incroyablement long pour un homme habitué au luxe. Jacques ne cherchait pas à punir Marc, il cherchait à le sauver en le forçant à mériter, Léon, son héritage.
Je tenais entre mes mains non seulement la preuve de mon pouvoir légal, mais aussi un fardeau moral. J'allais devoir être le bourreau de mon propre fils pour le transformer en homme. Et la première, le lendemain, sans perdre une minute, j'ai convoqué une nouvelle réunion avec mon propre notaire, Maître Leroux, l'homme qui avait scellé l'annexe du testament. J'avais besoin d'une exécution légale irréprochable pour contrecarrer les manœuvres des avocats de Sophie. La loi française est stricte, mais elle valorise la volonté du défunt tant qu'elle est clairement exprimée et notariée. Maître Leroux, un homme de la vieille école, a étudié la clause de la fiducie conditionnelle avec un sérieux professionnel. Cette clause est une œuvre d'art juridique, Chantal, a-t-il commenté. Elle protège le bien familial et l'héritier contre sa propre faiblesse. Mais pour l'activer, il faut démontrer l'intention de Marc de vendre le domaine, ce qui est déjà prouvé par la présence de Maître Dupré et les plans d'Apex Golf. Nous devons agir vite et officialiser l'ultimatum. Nous avons envoyé une convocation formelle à Marc, Sophie et à Maître Dupré, exigeant une rencontre urgente pour la lecture d'une clause testamentaire omise, à l'étude de Maître Leroux à Nantes. L'atmosphère dans le bureau du notaire était lourde. Marc et Sophie semblaient sûrs d'eux, pensant que je les avais convoqués pour négocier un rachat de l'usufruit. Sophie affichait un sourire narquois. « Chantal, si c'est pour parler argent, nous sommes prêts à revoir notre offre. Disons 500 000 €, mais pas un centime de plus, a-t-elle déclaré, impatiente. Ce n'est pas une négociation, madame, ai-je répondu calmement, tout en m'asseyant à côté de Maître Leroux. C'est la lecture de la volonté de mon mari. Maître Leroux a pris la parole. Il a commencé par réaffirmer mon droit d'usufruit, confirmant que toute tentative de vente du domaine était désormais légalement nulle et non avenue. Puis, il a révélé la clause de la fiducie conditionnelle. Il a lu la partie concernant le délai probatoire de 10 ans, détaillant l'obligation pour Marc de prendre les fonctions de stagiaire agricole au domaine et d'en assurer la rentabilité. Si M. Marc Dubois refuse cette condition, a lu Maître Leroux d'une voix forte, ou s'il échoue à satisfaire aux obligations de travail et de gestion pendant la durée stipulée, l'intégralité du domaine de la gloire, incluant la nue propriété et l'usufruit, sera transférée sans indemnité à la Fondation du patrimoine, une organisation reconnue d'utilité publique. Le silence fut d'abord total, puis Sophie a explosé. C'est une clause abusive, c'est une coercition, c'est une manipulation d'un vieil homme. Elle s'est levée, frappant la table avec son poing. Marc est nu propriétaire. Il est illégal de lui imposer de travailler la terre comme un simple ouvrier. Nous allons contester cela devant le tribunal de grande instance. Maître Leroux n'a pas scié. Madame, votre mari est libre de contester. Cependant, en droit français, la volonté testamentaire prime tant qu'elle ne contrevient pas à l'ordre public. En l'espèce, cette clause vise à nous assurer la pérennité d'un bien agricole et d'éviter la spoliation par des tiers, ce qui est une volonté légitime. De plus, elle offre une alternative à M. Marc. Travailler ou tout perdre au profit d'une fondation. Marc, lui, était effondré. Ce n'était plus une question d'argent, mais de pouvoir. Le domaine était à lui, mais il lui était totalement inaccessible, sauf par un chemin de boue et de labeur qu'il avait toujours méprisé. « 10 ans, maman » a-t-il chuchoté, les yeux remplis de trahison. « Tu savais ça et tu ne m'as rien dit? Tu m'obliges à devenir un paysan ?»« Non, Marc, » ai-je répondu, regardant profondément dans ses yeux. « Ton père et moi ne t'obligeons pas à devenir un paysan. Nous t'obligeons à devenir
un homme qui mérite l'héritage d'un vigneron. La décision finale t'appartient. 10 ans de travail pour tout, ou tout perdre pour toujours. Le sort du domaine et l'avenir de Marc se jouaient dans les mains d'un homme habitué aux costards et aux contrats, et non aux bottes et à la terre. Dans le bureau de Maître Leroux, après la révélation du délai probatoire de 10 ans, la tension était palpable. Sophie, réalisant que le rêve d'une fortune rapide venait d'exploser, a lancé une attaque verbale frénétique contre Marc. 10 ans? Marc, tu as entendu? C'est une humiliation. 10 ans à sentir la terre et le soufre? Nous devions acheter l'appartement près de la place de la Bourse en janvier. Qui va payer les traites maintenant? Elle n'était pas en colère contre la clause légale, mais contre la perte de son style de vie. Elle ne voyait plus mon fils, mais un échec financier. Chantal ne peut pas nous faire ça, a-t-elle insisté, s'adressant à Marc, comme si j'étais absente. Elle ne fait qu'assurer son confort. Elle veut que tu travailles comme son ouvrier agricole pour l'entretenir. C'est une vengeance de vieille paysanne jalouse. J'ai soutenu son regard sans broncher. C'était la dernière tentative désespérée de la convaincre, ou du moins de me faire douter. Marc était au milieu, écrasé par le poids du domaine qu'il ne pouvait pas vendre et par la colère de la femme qu'il avait épousée. Il était face à un choix, affronter l'effort et la boue pour devenir un homme, ou tout perdre et affronter la colère de Sophie, sans un sou. « Maman, tu ne comprends pas. Mon diplôme de HEC Paris, mes années dans la finance. Tu veux que je jette tout ça pour ramasser des feuilles? C'est indigne de notre nom. » Ce qui est indigne, Marc, c'est de ne pas honorer le travail de tes ancêtres, ai-je rétorqué, ma voix douce mais ferme. Ton père a dit que si tu ne peux pas te baisser pour toucher la terre, tu ne mérites pas le vin qu'elle produit. Sophie, réalisant que Marc était sur le point de flancher, a joué sa dernière carte. Elle a posé sa main sur son bras, ses ongles manucurés s'enfonçant légèrement dans le tissu de sa veste. Si tu acceptes cette humiliation, Marc, je te quitte. Je ne vivrai pas sur un domaine où ton seul titre est l'apprenti de ta mère. Choisis, moi et la liberté, où cette vieille terre est ta mère. C'était un ultimatum cruel, le point de rupture que Jacques avait anticipé. J'ai regardé Marc. Le choix n'était plus entre l'argent et la terre, mais entre l'amour conditionnel et superficiel de Sophie et Gilles. Vérité brutale de son héritage. Marc a regardé Sophie. Il a vu la cupidité pure et non déguisée dans ses yeux. Il a vu la femme qui était prête à l'abandonner s'il ne pouvait pas lui fournir le luxe. Puis il a regardé le formulaire de refus qui, s'il était signé, léguerait tout à la fondation. Pendant un long moment, il n'y a eu que le bruit de sa respiration difficile. Enfin, Marc a retiré son bras de la prise de Sophie. « Je ne peux pas laisser le domaine à une fondation, » a-t-il dit, la voix brisée. « C'est tout ce que mon père a laissé. » Il a refusé de signer le formulaire de refus. Il a choisi la terre. « Très bien, Marc, » ai-je dit, le soulagement m'inondant, mais je restais stoïque. « Tu viens de choisir ton nouveau chemin. Tu commences demain, à l'aube, avec Monsieur Dubois, le chef de culture. Tu porteras des bottes, pas de cravate. Et si Sophie te quitte, c'est que tu as fait le bon choix. » Sophie a compris. Le mariage était fini, son plan anéanti. Elle a lancé un regard noir à Marc, puis à moi, avant de claquer la porte. Marc, seul dans le bureau, venait de tout perdre pour avoir l'opportunité de tout regagner.
Le retour à la terre avait commencé. Comment Marc, l'homme de la ville, va-t-il survivre à son premier jour dans les vignes? Le soleil n'avait pas encore percé le brouillard matinal sur la Loire lorsque Marc est arrivé au chai. Il portait un vieux jean, une veste de randonnée trop propre et des chaussures de ville qui n'allaient pas tarder à être recouvertes de boue. Il ressemblait à un touriste égaré. Monsieur Dubois, le chef de culture du domaine, un homme aux mains calleuses et au regard qui ne mentait jamais, l'attendait. C'était l'homme que Jacques avait chargé de mon instruction agricole, et maintenant, de celle de son fils. « Monsieur Marc », a dit Monsieur Dubois d'un ton neutre, sans aucune déférence. « Votre mère m'a dit que vous êtes ici pour apprendre l'humilité du vigneron. Nous commençons par les tâches que vous avez dédaignées toute votre vie. » La première tâche de Marc. Déboucher les drains obstrués par les sédiments de l'hiver dans la parcelle basse, celle qui borde la rivière. Un travail salissant, physique, loin des tableaux Excel et des appels de conférence de son ancienne vie. Au bout de 2 heures, Marc était méconnaissable. Ses vêtements étaient tachés, son dos lui faisait mal, et ses mains, habituées uniquement à taper sur un clavier, étaient rougies et irritées. Ça sent l'humus, le fumier et la moisissure, a-t-il haleté, s'appuyant contre un piquet de vigne. C'est l'odeur de la vie, monsieur Marc, a répondu monsieur Dubois, le regard amusé. C'est ce qui nourrit nos grands crus. On ne fait pas du bon vin dans des bureaux climatisés. On le fait ici, avec la boue et le vent. Marc a passé la journée à faire des tâches ingrates, déplacer des piquets lourds, préparer le sol, et le plus difficile, tailler les vignes malades. Il a commis des erreurs, coupant trop ici, laissant trop là. Chaque erreur était corrigée par monsieur Dubois avec une patience sévère. Pendant une pause déjeuner, Marc a tenté d'appeler Sophie. Il est revenu, le visage encore plus sombre. Elle ne répond plus, a-t-il marmonné, ses yeux se remplissant d'une tristesse nouvelle. Une tristesse qui n'était pas liée à la perte d'argent, mais à la solitude. Elle a pris ses affaires ce matin. Elle a dit que l'odeur du fumier était incompatible avec son réseau social. J'ai observé mon fils de loin. La rupture avec Sophie, bien que douloureuse, était l'étape nécessaire pour son salut. Elle était la preuve que Jacques avait eu raison. Elle ne l'aimait que pour ce qu'il représentait, pas pour ce qu'il était. Les jours se sont transformés en semaines. Au lieu de se plaindre, Marc a commencé à poser des questions. Il voulait comprendre pourquoi la taille en guyot simple était meilleure pour nos cépages que la taille en cordon. Il a commencé à observer le sol, à comprendre l'impact du drainage. Il lisait les livres de Jacques le soir, non pas par obligation, mais par curiosité. J'ai vu la première lueur de fierté dans ses yeux un après-midi où il a réussi à réparer un vieux tracteur avec monsieur Dubois. Il n'avait pas gagné des millions, mais il avait accompli quelque chose de réel, de tangible. Le costume de ville avait été remplacé par des vêtements de travail usés. Les mains de Marc étaient désormais rugueuses, mais son regard, lui, était plus clair et plus ancré. Le processus de guérison, initié par la dure loi de Jacques, était en cours. Quelle sera l'épreuve de Marc lorsqu'il devra prendre en charge la première décision cruciale concernant la récolte de l'année? Les mois qui ont suivi ont été une immersion totale pour Marc. Il a appris la patience face aux caprices de la météo, la précision de la taille de la vigne en plein froid et l'importance de la comptabilité agricole, bien plus complexe que la finance spéculative à laquelle il était habitué. Il a passé plus de temps dans le chai à sentir l'évolution du vin en cuve qu'il n'en avait jamais passé dans un bureau. Mais la véritable épreuve,
celle qui marque un vigneron, est la vendange, récolte. En septembre, alors que les raisins atteignaient la maturité parfaite sur les parcelles exposées au sud, une menace plane, la pluie. Une averse prolongée pourrait diluer les sucres, faire gonfler les baies et, pire encore, provoquer l'apparition de la pourriture grise, botrytis, ruinant l'année de travail. Monsieur Dubois est venu me voir, le visage grave. Madame Chantal, selon la météo, nous avons une fenêtre de 2 jours, peut-être 3, avant de fortes pluies. Normalement, cette décision m'appartenait, mais c'était le moment pour Marc de faire ses preuves en tant que véritable vigneron, et non plus comme simple stagiaire. J'ai réuni Marc et Monsieur Dubois dans le bureau. La décision nous revient, Marc. Si nous vendangeons trop tôt, le vin manquera de maturité et de complexité. Si nous attendons trop, nous risquons tout perdre à cause de la pluie. Quelles sont les lectures d'acidité et de taux de sucre, densité, sur la parcelle B? Marc n'a pas hésité. Il a pris sa tablette, consultant les analyses de la semaine. Maman, la densité est à 1080 et l'acidité est à 3,5. C'est idéal pour notre Cabernet Franc. Le pic de maturité aromatique est là. Monsieur Dubois, nous devons mobiliser toutes les équipes et commencer la récolte dès demain matin. La parcelle C peut attendre, mais pas la B. Il avait pris une décision technique, basée sur la connaissance de la terre et des chiffres. Il avait cessé de deviner. Il savait. Les 2 jours de vendange furent intenses et épuisants. Marc a travaillé aux côtés des saisonniers, ses mains manipulant les cagettes de raisin, son corps courbé sous le soleil d'automne. Il ne s'est pas caché derrière son titre. Il était l'un d'eux, partageant l'effort et la fierté. À la fin de la récolte, Marc s'est tenu près des cuves de fermentation, regardant le mou, le jus des raisins, commencer sa transformation. Ses vêtements étaient sales, mais sur son visage, j'ai vu une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La fierté d'avoir accompli quelque chose de concret. « Maman » a-t-il dit, essuyant la sueur de son front. « Je suis désolé pour ce que j'ai voulu faire à ce domaine. Maintenant, je comprends. On ne vend pas ça. On le protège. » Quelques semaines plus tard, nous avons goûté le vin de la nouvelle récolte, encore en pleine fermentation. Le vin prometteur portait la marque de son travail. J'ai souri, une larme de soulagement coulant sur ma joue. C'était le plan de Jacques, Marc, lui ai-je avoué. Il ne cherchait pas à te punir, il cherchait à te sauver. Il fallait que tu touches la terre et que tu saignes un peu pour comprendre le sens de cet héritage. Il avait échangé un mariage stérile et une fortune vide contre la dignité et un but. La guérison avait eu lieu. Le testament secret n'était pas seulement une clause légale, c'était un acte d'amour paternel féroce. L'automne a laissé place à l'hiver, et l'hiver au printemps. Le premier cycle complet de la vigne depuis le mariage raté de Marc a marqué la fin de mon propre deuil. J'avais perdu Jacques, mais grâce à son testament, j'avais retrouvé mon fils. Marc, autrefois accroché à son téléphone pour suivre les marchés financiers, passait maintenant ses matinées à inspecter les pousses naissantes, s'inquiétant du gel tardif qui pouvait décimer les bourgeons. Son anxiété n'était plus celle de l'échec personnel, mais celle de la responsabilité envers la nature. Maman, la parcelle du côté ouest a besoin d'être protégée. J'ai commandé les éoliennes antigel d'occasion que tu avais vues. M'a-t-il annoncé un matin, un plan à la main? Il ne demandait plus mon argent. Il utilisait les revenus générés par l'usufruit pour investir dans l'avenir du domaine. Un soir,
Alors que nous dégustions ensemble une vieille bouteille de Cabernet Franc, Marc a abordé le sujet de son père. J'ai repensé à papa. Quand j'étais enfant, il me laissait toujours seul, après m'avoir montré comment faire quelque chose. Je croyais qu'il ne voulait pas m'aider. Il ne voulait pas faire le travail à ta place, ai-je corrigé, un sourire doux sur les lèvres. Maintenant, je comprends, a-t-il continué, son regard s'éclaircissant. La clause des 10 ans, ce n'est pas un délai punitif. C'est le temps minimum requis pour qu'un homme de la ville apprenne à coécouter la terre. Papa ne voulait pas que je sois un propriétaire. Il voulait que je sois un gardien. Steward. C'était l'épiphanie. Le secret de Jacques n'était pas un simple acte notarié, c'était un ultime acte pédagogique. Il avait forcé Marc à se retrouver, à se bâtir une colonne vertébrale à travers l'effort physique et le respect du cycle naturel. Marc était toujours en période probatoire, avec 9 ans restants. Mais il ne s'en souciait plus. Le domaine de la gloire était devenu sa fierté et son obsession. Il avait même commencé à développer un petit marché de vente direct à Nantes pour écouler les bouteilles, se créant son propre réseau. J'ai réalisé que l'héritage le plus précieux que Jacques m'avait laissé n'était pas la terre, mais le pouvoir de l'utiliser pour transformer mon fils. La peur de tout perdre au profit de la fondation du patrimoine était le catalyseur nécessaire à cette transformation. Mon rôle avait évolué. Je n'étais plus la maîtresse du domaine, mais la marraine de mon fils dans son nouveau rôle. Assise au coin du feu, regardant Marc vérifier les commandes de la semaine, je sentais une paix profonde. J'avais gardé la promesse faite à Jacques. La terre était sauve. Et plus important, mon fils aussi. Quel est le vrai sens de l'héritage et la sagesse ultime que Chantal a tirée de cette histoire? 2 ans se sont écoulés depuis ce jour glacial dans le bureau du notaire à Nantes. Marc était maintenant un homme transformé. Ses mains étaient rudes, mais son esprit était aiguisé par la gestion quotidienne et la connaissance intime de la terre. Le domaine de la gloire ne se portait pas seulement bien, il prospérait sous son impulsion, avec de nouvelles méthodes respectueuses de l'environnement qu'il avait lui-même étudié. Un soir de fin d'année, nous nous sommes retrouvés dans le chai, près des grandes cuves d'acier inoxydable. Il faisait froid, mais le vin nouveau dégageait une chaleur subtile. Marc a débouché une bouteille de notre millésime le plus prometteur et m'a servi un verre. « À toi, maman » a-t-il dit, levant son verre. « Et à papa. » J'ai souri. C'était la première fois qu'il levait son verre sans une once de ressentiment, mais avec une reconnaissance profonde. « Marc, tu as compris la leçon de ton père, » ai-je affirmé en portant le verre à mes lèvres. L'héritage, ce n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on devient grâce à ce que l'on reçoit. Jacques ne cherchait pas à t'empêcher d'être riche, il t'empêchait d'être vide. Il avait échangé une vie de vanité et de superficialité avec Sophie contre une vie d'authenticité et de but. Aujourd'hui, quand je regarde Marc travailler, je ne vois plus le jeune homme faible qui craignait la boue. Je vois un véritable vigneron, un gardien de cette terre qui honore le nom de Jacques Dubois. Il a encore 8 ans de probation, mais la condition est remplie. Il aime le sol plus que l'argent. Notre histoire, de Nantes à la vallée de la Loire, n'est pas seulement une histoire de testament et de vengeance, c'est une histoire sur la kolach, valeur du travail, et l'importance de la komach, transmission. En France, notre patrimoine
qu'il s'agisse de nos vieilles pierres ou de nos vignes, n'est pas un simple actif à vendre. C'est une responsabilité à honorer. J'ai appris à 62 ans que l'amour le plus grand est parfois celui qui est le plus sévère. Parfois, pour sauver ceux que l'on aime de la cupidité, il faut les laisser tomber, les laisser toucher la terre et les forcer à se relever par la sueur et la vérité. C'est le seul moyen de leur faire pousser une colonne vertébrale. À vous qui nous écoutez, quel est le trésor, le talent, l'entreprise, le principe que vous avez hérité et que vous n'honorez pas? N'attendez pas une miaou, clause secrète, pour vous forcer à devenir l'homme ou la femme que vous devez être. Le vrai héritage, c'est votre propre dignité. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires de courage et d'héritage. Quelle est la leçon la plus importante que vous retenez de l'ultimatum de Jacques? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dips. Okay. You're just being needy. Go lie down then. Good boy. Lie down. Right. We needed this song. Dean, how's your day been? Oh, how was the thing yesterday? I can't remember what it was, but you went to a thing yesterday. A gaming conference. By the way, I can't believe I just fell that far. Doesn't matter because I'm sick of the game. My light's flickering again. Good request, Sponge. Oh my god. Okay. We're gonna be fine. Everything's gonna be fine. The getting up the crack immediately was, that doesn't happen very often. Okay. Same. Yeah, I realised that is quite the phrase to have said, actually. I actually hadn't processed how bad that sounds, saying that out loud. Oh my god, good song. Good request, Hyper. Okay. Okay. Okay, guys, but everything's... Ooh. Everything's gonna be alright. I can't believe the fart that dog did before. Come on, up. Up. Flick. Okay, well that was close. That was almost the first time. Flick. 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 Okay. Lock in. I have good crack traversing technique. Sorry. Okay. Oh! It's okay. It's all gonna be okay. Guys, by the way, if you're new to this game, I spent maybe 2 streams on this when I first started. Oh, Tets, sorry, did you request a song and it's okay, it requested it anyway. Oh my god, what a triggering song though. If you don't have a sub, just type the name and the song. It requested it anyway, Tets, don't worry. But you have to type the name, the artist name and the song perfectly. Because you can't paste links if you're not a sub in this stream. Sorry. Them's the rules. Right, there we go. Flick. I can't get the second flick. Ah! Sorry. Sorry, that was a big unnecessary scream there. Okay. No. No. Including you, Chewie. Go lie down. Go lie down, baby. Thank you, good boy. Happy go. Good boy. Lie down. There we go. He's laid down so people can see him. Oh my god.
There we go. We're fine. We were. My fucking sense is too low. Hang on. So for the crack, your mouse sense has to be really high because then you can spam round quicker. But it does make it a little bit scary. Like that? Like that's scary. Andy! People think grass don't be wet in the morning, but it do. Dew. I fucked it up. I'm so sorry, Andy. Andy, 19 fucking months. You know it's possible. Shut up, Bennett. Andy, oh my god, okay, my mouse sense is way too high. Andy, it's so nice to see you. I can't believe you're here for me to play this fucking game again. I love you. How are you? How's my child? Aww. Okay.